10 ans déjà que Dominique Vénère a gagné le paradis des immortels, les Champs-Élysées homériques, à un âge de 78 ans où même les héros vieillissants de Plutarque se retirent des affaires publiques ou succombent aux faiblesses de l'âge. Mais pas lui. Lui n'a pas baissé les bras, encore moins les armes. Au contraire, il les a brandis, d'abord contre lui, mais plus encore pour briser le maléfice de notre dormition, selon les termes du vocabulaire orphique qu'il chérissait, celui du monde enchanté des fées et des sortilèges, qu'il s'agit de rompre pour retisser la trame défaite de notre tradition. À travers son sacrifice, il a voulu dépasser le déclin de l'Europe. Y est-il parvenu? Non. Assurément. Son geste ne nous a malheureusement pas délivrés de ce maléfice. Les uns diront qu'il est déjà trop tard pour cela. Les autres, nous, qui ne cédons pas au découragement, qu'il n'est pas encore trop tard. On ne désespère jamais assez de ne pas assez espérer. S'il y a une œuvre qui nous le rappelle avec insistance, c'est celle de Georges Bernanos qui dit du suicide « Ce noir abîme n'accueille que les prédestinés ». Prédestiné, Dominique Vénère l'était. Noir aussi. Sans noir, panache noir. Mais il n'y avait rien chez lui qui relevait de l'abîme. En se donnant la mort, c'est précisément le refus de l'abîme qui proteste en lui. Sa mort est un pari, et même un pari pascalien. La mort n'est pas le terme de notre civilisation. Et quand bien même elle le serait, nous ne perdons rien à parier qu'elle ne le serait pas. Mais encore faut-il pour cela consolider ce pari par des exemples de tenue et de vertu, des gestes à admirer et à reproduire, de nouvelles vies parallèles à célébrer, ainsi de celle de Dominique Vénère. Sa mort a fait entrer son nom dans la mémoire collective, pas seulement la nôtre, celle de nos adversaires aussi. Il est maintenant la propriété de tous, semblable à ces héros qui s'offraient jadis à la ferveur et à l'imitation des cœurs purs dont il nous revient de dresser l'éloge. Savez-vous d'ailleurs d'où viennent les éloges et les panégyriques des grands hommes? D'où sortira plus tard le genre biographique, de l'oraison funèbre, la laudatio funebris des Romains. Ce sont eux les Romains et non les Grecs qui ont inventé en Europe ce genre illustre entre tous. Il remonte au temps embryonnaire de la République romaine. Les grandes familles en avaient pour chacun de leurs aînés prestigieux et chaque famille conservait pieusement ses discours sur leurs défunts. Ainsi survivait-il et s'adressait-il aux vivants. Les Romains n'avaient pas peur de ce culte des morts, nous non plus. Pourquoi? Parce que ce culte a des vertus à la fois généalogiques et civiques. Il est célébration de la durée, du dur désir de durer dont parle le poète, du dur désir de persévérer dans notre être, dans notre lignée de Français et d'Européens. Et nul plus que Dominique Vénère ne nous y a exhortés. La persévérance dans son être, c'est le conatus des philosophes, en particulier de Spinoza. L'effort continu, toujours recommencé pour être et perdurer le cœur même de notre combat. Quel est l'antonyme, le contraire de la laudatio funebris? La damnatio memoriae, la damnation de la mémoire, autrement dit la cancel culture des Romains. Or, c'est cette damnatio memoriae qui nous menace aujourd'hui directement. La cancel culture est en train d'effacer notre nom de Français et d'Européens, de les canceliser, de les enfermer dans une malédiction, le fameux maléfice, dont nous devons les délivrer. Tel est le sens de cet hommage à Dominique Vénère. Brandir son nom comme une oriflamme. Pourquoi? Parce que c'est notre mythe mobilisateur à nous Français, à nous Européens. Puisque la figure de Dominique Vénère est devenue mythique, comme l'a entreaperçu Alain de Benoît, vieux compagnon. 10 ans déjà qu'il s'est donné la mort. Geste fondateur, geste d'éveilleur, geste d'éclaireur. Mieux qu'un geste d'ailleurs, la geste, au sens des chansons de gestes qui célébraient jadis les exploits des preux contre les Sarrasins, exploits qui remontaient au temps de Charles Martel et de Charlemagne. Depuis 10 ans, c'est cette geste héroïque qui nous meut. Depuis 10 ans, c'est la détonation de sa mort qui n'en finit pas de résonner en nous, comme si à travers elle, la corne de chasse d'Artémis et de Saint-Hubert battait le rappel des troupes. Comme si à travers elle, l'olifant de Roland, depuis le défilé de Roncevaux, retentissait jusqu'à nous, pareil à un appel venu du tréfonds des âges, qui ferait écho à la clameur de Léonidas aux Thermopyles, vieille de 2500 ans, dans un autre défilé. Passant, on va dire, à Sparte, que tu nous as trouvé gisant conformément à ses lois. Déjà l'Europe avant l'Europe, ne consentait pas à sa disparition. Gisant, Dominique Vénère l'est, mais il est encore plus vivant pour nous. Tant sa mort fut un acte politique, métapolitique, spirituel, symbolique, total. Il l'a conçu comme un chef-d'œuvre dans la perfection quasi liturgique de la règle des 3 unités du théâtre classique. L'unité d'action, qui est l'unité de péril, celle de l'horizon menaçant de notre disparition en tant que peuple et en tant que civilisation. L'unité de temps, ici dans un fascinant télescopage temporel. Et enfin l'unité de lieu, la cathédrale Notre-Dame de Paris, cœur battant de la France chrétienne, mais aussi pré-chrétienne. Cette règle des 3 unités, c'est ici même l'unité de notre civilisation. 10 ans déjà, et tout fait toujours autant signe pour nous dans cette mort, parfois même comme un jeu
de pistes dont Dominique Vénère aurait laissé la résolution à notre piété. Ceux d'entre vous qui connaissent bien Alain de Benoît savent combien il est attaché aux éphémérides. Eh bien, Alain de Benoît a remarqué que Dominique Vénère s'est donné la mort un 21 mai, jour anniversaire de la naissance d'Albrecht Dürer, le 21 mai 1471. Premier signe. Second signe, c'est en 1513 que Dürer a gravé son fameux Le Chevalier, la mort et le diable, soit 500 ans avant la mort de Dominique Vénère en 2013. Troisième signe, Dominique Vénère a publié le 23 avril 2013, un mois avant sa mort, un texte magnifique et prémonitoire, saluatoire, rebelle, chevalier. Impossible de ne pas vous en lire un passage. Je cite, « La mort, elle, le chevalier la connaît. Il sait bien qu'elle est au bout du chemin. Et alors, que peut-elle sur lui, malgré son sablier brandi pour rappeler l'écoulement inexorable de la vie? Éternisé par l'estampe, le chevalier vivra à tout jamais dans notre imaginaire au-delà du temps. » Quatrième signe, la couverture de son livre Testament qui reproduit la célèbre gravure de Dürer. 10 ans déjà que nous célébrons cette date. Néanmoins, ce n'est pas seulement un anniversaire, ni non plus un jour de deuil, mais un augure favorable selon les vœux même du mort, aube d'un nouveau cycle, aube d'une nouvelle aube. Car l'heure des inventaires et des bilans n'est pas venue, tant la route qui nous attend sera encore longue. Plutôt donc que de célébrer un nom, fût-il pour nous parmi les plus grands, il faut faire vibrer en nous la terrible leçon qui nous a livrée ce 21 mai 2013. Telle est l'audace paradoxale et provocante de cette mort. Il y a en elle quelque chose d'impérieux qui nous somme d'être encore plus agissant, encore plus exigeant. Émane d'elle une énergie décuplée, une force de propagation contagieuse, comme un invincible pouvoir de radiation. Elle doit être pour nous semblable à un mythe mobilisateur, à un mot de passe qui s'adresse aux Européens de sang. Dominique Vénère a trempé le sien pour raffermir, retremper le nôtre. En mourant, il a allumé une flamme en chacun de nous. Il nous a transmis le flambeau. Il a déposé une étincelle qui doit mettre le feu à la plaine. Il ne nous laisse pas seulement un héritage, mais une promesse et un destin. Maurice Barrès parle dans Les Déracinés de la vertu sociale d'un cadavre à propos des funérailles de Victor Hugo. Dominique Vénère n'est certes pas pour nous un cadavre au sens que Barrès donne à ce mot, mais il nous faut cependant interroger les vertus sociales, les vertus politiques de sa mort. C'est cela que nous devons questionner. Lui-même nous y a invités. Et nous a invités à le faire, à donner à son geste et à sa geste une interprétation divinatoire. Bref, à fouiller dans ses entrailles avec l'espoir de mettre à nu son âme et la nôtre par là même. Alors, quel est pour nous le sens irrésistible de sa mort? D'abord, c'est une mort volontaire. Et dans mort volontaire, le mot le plus important est volontaire. C'est un acte de la volonté libre, la résolution d'une âme déterminée à mourir, qui a fait le choix de s'immoler elle-même sur la table des sacrifices. Ramenée à son expression la plus élémentaire, un sacrifice fait intervenir deux acteurs, l'officiant, préposé au sacrifice, et la victime sacrificielle. Mais ici, les deux acteurs n'en font qu'un. Le sacrifié est aussi le sacrificateur. C'est-à-dire que Dominique Vénère tue et qu'il est tué. Il se tue pour ne pas mourir. Plus précisément encore, il se tue physiquement pour ne pas mourir spirituellement. Dit autrement, il se tue pour que nous, lui, survivions. Et si nous le survivons, c'est qu'il n'est pas mort, qu'il vit dans nos cœurs comme une puissance vitale. Miracle de la coïncidence des opposés. Dominique Vénère est à la fois en amont et en aval, avant nous et après nous. Il est mort et il n'a jamais été aussi vivant. Pour tout dire et le redire, sa mort n'est pas un suicide. Elle en est même l'exact contraire. Elle est symboliquement, métaphoriquement, prophétiquement, performativement suicide du suicide de l'Europe. Elle est mort de la mort. Elle est agonie de l'agonie. Elle est négation de la négation. Aussi paradoxal que cela soit, elle est affirmation et réaffirmation du pouvoir souverain de la vie. C'est la dialectique à l'œuvre en ce jour fatidique. Dominique Vénère se sacrifie pour que les siens ne soient pas sacrifiés. C'est ce qu'il a consigné dans un samouraï d'Occident, son testament, quand il évoque la valeur sacrificielle et fondatrice de sa mort. Elle n'est donc pas seulement conjuration et exhortation, elle est plus encore préconition. C'est du moins ainsi qu'elle se présente à nous. Nous sommes au cœur de ce phénomène que Hans Blumenberg, un des grands noms de la philosophie allemande au XXe siècle, appelle une préfiguration. Une préfiguration consiste à s'approprier une action passée glorieuse pour en faire un symbole agissant dans le présent et dans le futur. Comme réappropriation, elle confère de la légitimité à nos actions. Et de fait, la vie de Dominique Vénère et la mort de Dominique Vénère sont placées sous le signe de ces préfigurations, c'est-à-dire qu'elles figurent à l'avance notre destin.
Machiavel, le grand Machiavel, Nicolas, rêvait d'un événement qui, tous les 10 ans, frappe de sidération les peuples et retrempe leurs vertus. Parfois, il suffit d'un geste, de l'exemple d'un seul, parce qu'au-delà de ces 10 ans, prévient Machiavel, et je le cite, « les hommes changent d'habitude et commencent à s'élever au-dessus des lois. S'il n'arrive pas un événement qui réveille la crainte du châtiment et qui rétablisse dans tous les cœurs l'épouvante qu'inspirait la loi, les coupables se multiplient au point qu'on ne peut désormais les punir sans danger. » Prescience de Machiavel, c'est très exactement ce qui nous arrive. Aujourd'hui, les coupables, en effet, se multiplient au point qu'on ne peut désormais les punir sans danger. La mort de Dominique Vénère doit être pour nous cet exemple dont parle Machiavel. Machiavel parle de rénovation. Faute de rénovation, les corps sociaux, c'est-à-dire donc la société, dépérissent, dit-il. Or, ils ne se rénovent qu'en revenant à leur principe vital. C'est la réponse de Machiavel dans ses discours sur la première décade de Tite-Live, à la question du que faire, qui n'a pas seulement hanté Lénine et les révolutionnaires russes, mais aussi Dominique Vénère. Que faire pour endiguer notre déclin programmé? En un mot, l'inexorable processus de décadence. Pensez à Patrick Buisson, Michel Onfray, Julien Freund. Cette fatalité, donc la décadence, inscrite dans le politique, mais réversible chez Machiavel. Que faire alors? Eh bien, restaurer notre principe vital. Machiavel le martèle dans ses discours. Il est littéralement obsédé par cette question, ni plus ni moins que Dominique Vénère. Comment prévenir ou guérir la corruption des institutions, des mœurs et des cœurs? Machiavel en appelle à des moyens qu'il qualifie lui-même d'extraordinaires ou d'étranges. C'est très exactement ce qu'est pour nous la mort de Dominique Vénère. Elle a un caractère extraordinaire et étrange. Mais Machiavel ne nous dit jamais explicitement quels sont ses moyens, sans au préalable en désamorcer la brutalité. Je cite encore ses discours. Écoutez. Il faut faire renaître dans l'âme des citoyens cette terreur et cette épouvante qu'ils avaient inspirée pour s'emparer du pouvoir. Fermez la citation. Comment? Eh bien en frappant les esprits de stupeur, seule façon de les sortir de leur torpeur. Sans ce type d'action, ajoute Machiavel, les hommes s'enhardissent et se croient au-dessus des lois et des mœurs, ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce faisant, Machiavel met à nu le grand non-dit du politique, sa violence constitutive, accoucheuse de l'histoire selon Marx. Il y revient toujours. Notre hypersensibilité à la violence nous l'a fait oublier. Machiavel aurait vu dans cette hypersensibilité un signe de déchéance, sachant que cette déchéance était pour lui la grande loi de l'évolution ou de l'involution, peu importe, des régimes politiques. Alors, comment retarder, inverser, renverser cette inexorable dégénérescence du politique, ce carrousel crépusculaire, en revenant en permanence à l'origine, au principe premier. C'est là un effort sisyphéen qui nous est demandé par Machiavel, et je le crois aussi par Dominique Vénère. Toujours recommencer, toujours revenir. Loin de moi l'envie de faire de Dominique Vénère un disciple d'Albert Camus. L'Algérie les a d'emblée séparés. C'est du reste plus du côté de Renaud Camus que d'Albert qu'il faudrait chercher les traces d'un camusisme de Dominique Vénère. Cela étant dit, la question que soulève le mythe de Sisyphe, de Camus, Albert, est celle qui nous occupe aujourd'hui. Le suicide. Je cite Camus. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Alors Dominique Vénère, bien sûr, en livre une interprétation en tout point opposée à celle d'Albert Camus. Rien d'absurde chez lui, au contraire même. Ce qui se joue, c'est le déroulement implacable du destin. Et il est librement consenti. Il y aurait néanmoins une comparaison à faire entre l'homme révolté, qui est la réponse d'Albert Camus à son Sisyphe, et le cœur rebelle, quand bien même Dominique Vénère n'allait certainement pas imaginer un Sisyphe heureux. Mais un Sisyphe nietzschéen, pourquoi pas? Alors comment revenir à ce principe vital? Par un sacrifice, répond Dominique Vénère. C'est à l'aune du sacrifice que se mesure un homme. Le sacrifice est la mesure de l'homme, car il ne faut pas se méprendre sur le sens de son geste, ni sur la cible qu'il visait. C'est nous qui l'a ajusté ce jour-là. C'est nous qui l'a tenu en joue. Nous qui l'a visé, nous qui l'a sommé d'agir. Si sa mort n'a pas de vertu agissante, c'est que nous sommes morts. Si elle n'a pas de propriété et de vertu mobilisatrice, c'est qu'elle n'est pas mort de la mort, agonie de l'agonie. Ce donc à quoi nous devons œuvrer, c'est à rendre cette mort encore plus éloquente, encore plus exemplaire, encore plus évocatrice, encore plus mobilisatrice. Voilà notre mission. Convenez cependant que Dominique Vénère nous a facilité la tâche. Il y a peu de vie aussi sacrificielle et héroïque que la sienne. C'est une vie à la Plutarque. Cherchez bien parmi nos contemporains. Il n'y a pour ainsi dire aucune vie qui ressemble à la biographie de Dominique Vénère. À charge pour nous,
de lui conférer, à cette vie, les vertus spécifiques et les propriétés agissantes du mythe, comme l'a soufflé Alain de Benoît. Quand je parle du mythe, c'est évidemment le mythe dans sa dimension politique qui nous intéresse ici. On pourra débattre indéfiniment sur la nature des mythes politiques comme des religions séculières. Est-ce que ce sont encore des mythes et des religions? Faisons le pari que oui. Un mythe politique ne se décrète pas. En revanche, il nous appartient de l'identifier et de l'instrumentaliser. Les seuls régimes à y avoir recouru au XXe siècle sont les systèmes totalitaires. Avec 1, le mythe de la race et du sang, 2, le mythe du messianisme prolétarien. Ces 2 mythes occupent toute la place au XXe siècle du mythique, quand bien même il nous reste un mythe à nous, et un mythe qui leur est très antérieur, celui de la terre et des morts. Si nous voulons vraiment comprendre ce que c'est qu'un mythe politique, autant se tourner vers Thomas Mann et vers son docteur Faustus, dont la rédaction remonte à la Seconde Guerre mondiale. À l'âge des masses, y est-il écrit, dans une perspective critique chez Thomas Mann. Les mythes, je cite, les mythes populaires, ou plutôt adaptés aux foules, deviennent désormais les véhicules des mouvements politiques. Les fictions, les chimères, les fables, elles n'ont pas besoin d'avoir le moindre rapport avec la vérité, la raison, la science pour être créatrices, conditionner la vie et l'histoire, et ainsi s'avérer des réalités dynamiques. Thomas Mann dit encore de ce mythe politique que c'est une foi formant communauté. Il y a un autre homme qui a réfléchi au mythe politique dans des termes voisins mais positifs chez lui. Thomas Mann l'avait d'ailleurs lu attentivement. C'est Georges Sorel, l'auteur des Réflexions sur la violence. Le mythe sorélien, dans les Réflexions sur la violence, est un mythe mobilisateur. Il repose sur un usage volontaire, volontariste, quasiment autoréalisateur d'une trame historique. Il a une valeur motrice. C'est un principe actif, une réalité dynamique. Vous voyez que, ici, Thomas Mann recopie Sorel. Le mythe mobilisateur fournit une image de bataille, une image force, inflammable. Il suffit donc d'y mettre le feu. L'adhésion au mythe nous place au-dessus du découragement, poursuit Sorel. C'est le levier de l'action. Sa force agissante et contagieuse. Il dessine un paysage mental propice à l'action collective. En tant que tel, c'est une construction qui transforme tout ce qu'elle touche en énergie cinétique, en mouvement. Il a donc un effet multiplicateur, mobilisateur, accélérateur. C'est donc un multiplicateur de puissance. Bref, c'est tout ce que le nom de Dominique Vénère doit être pour nous. Étonnant d'ailleurs, les comparaisons et les points communs entre les 2 hommes. Même idéal ascétique, même culte des anciens, même valeur morale, même éthique guerrière, même héroïsme. Le mythe, au fond, c'est la révélation tautologique de ce que nous sommes, de notre destin. Il n'explique pas, il est l'explication. Il ne démontre pas, il se contente d'être là. Toute la difficulté d'analyse provient de là. Il se confond avec ce qu'il énonce, je parle du mythe. Expliquer le mythe, c'est concéder qu'on en a perdu le sens. Ce faisant, on s'interdit tout recours au mythe. Ce n'est plus qu'une langue morte, un objet archéologique livré à la curiosité des chercheurs. Quelque chose qui appartient à une époque révolue, qui a fait son temps. Je ne le crois pas. La religion peut disparaître, ce qui reste à prouver, pas le religieux. Le mythe peut disparaître, ce qui reste à prouver, pas le mythique. Pourquoi? Parce que le mythe a la propriété de réactiver, de se réactualiser en permanence. La preuve, nous sommes là. La question qui reste en suspens, sommes-nous avant ou après la bataille décisive? Jean Raspail pensait que la bataille avait déjà eu lieu et que nous l'avions perdue. Dominique Vénère, lui, pensait que la grande bataille de notre temps est devant nous. Quel que soit le génie de Raspail, par ailleurs, il faut refuser de toutes nos forces la perspective qu'il nous présente en guise de punition. Il ne faut pas céder au découragement faute de braves. À nous de les susciter par notre enthousiasme, par notre détermination, par notre exemplarité. Pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté, disait en substance Antonio Gramsci. Jamais les choix n'ont été si clairs. Jamais les dangers si menaçants, les réponses aussi urgentes. L'Europe fait face au plus grand défi de son histoire, comme dit Renaud Camus, celui de sa survie en tant qu'unité de civilisation. Dans la tempête qui vient, Dominique Vénère est un phare, une vigie, une sentinelle. Son geste nous place en face de nos responsabilités d'Européens. Ou nous renaissons, ou nous sombrons dans les eaux du l'été et de l'oubli. Quels engagements sommes-nous disposés à prendre? Quels efforts à accomplir? Quelle part de nous-mêmes à offrir? Quel chantier de fondation ou de refondation à enclencher? Voilà ce que nous dit la mort de Dominique Vénère. Elle nous oblige et nous lie comme un serment. Qu'avons-nous fait en 10 ans? Beaucoup. Que reste-t-il à faire?
tout. Prendre des initiatives au lieu d'endurer celles de nos adversaires. Lancer des mots d'ordre au lieu de les subir. Ouvrir des fronts au lieu de combler des brèches. Oui, tout reste encore à faire. Dominique Vénère en appelait à un sursaut spirituel, culturel, poétique surtout de l'Europe. Pénétré qu'il était du sentiment de la vie, une vie marquée par le refus du désespoir, des fatalités et des écoles du déclin. Il se gardait, Dominique Vénère, sur sa gauche, du providentialisme hegelien et de sa fin de l'histoire, et sur sa droite, du déclinisme inéluctable d'Oswald Spengler ou de Paul Valéry. Tout n'est pas fini, tout peut recommencer, nul déclin n'est irréversible, toute décadence est provisoire. C'est l'action de la volonté des hommes qui commande l'histoire. Pas de fatalisme ici. L'histoire est toujours ouverte, la messe n'est jamais complètement dite, les dés jamais complètement jetés. Tout bien pesé, il n'y a pas de loi de la décrépitude. L'imprévu est la règle. Ce que nous ne voulons pas voir, en hommes prisonniers de l'instant, le nez collé sur les événements, parce que nous n'avons aucun recul. Là où il faudrait être aigle, nous sommes taupes. Or, et on en conviendra facilement, la myopie n'est pas la meilleure façon d'aborder l'histoire. Je cite Dominique Vénère. L'histoire n'évolue pas comme le cours d'un fleuve, mais comme le mouvement invisible d'une marée scandée de ressacs. Nous voyons les ressacs, pas la marée. Alors guettons la marée, hâtons-en la venue, faisons en sorte que l'imprévu dans l'histoire, ce soit nous qui en allumions la mèche. Alors, et alors seulement, Dominique Vénère ne sera pas mort en vain.